Tu te lèves le matin, c'est quoi ta motivation? C'est de changer la vie des gens, améliorer le sort des gens, d'être plus productif? C'est comment ça marche dans la tête de David? Ben moi, j'aime tester les limites, puis moi, je crois rien dans la vie. OK? Genre comme, la seule chose que je crois dans le journal, là, c'est la date de la journée. OK. Tout le reste, j'ai des doutes. Je suis un grand sceptique, je vais au fond des choses, je creuse. Donc là, j'ai comme un terrain de jeu à l'infini qui est l'IA, parce que tous les jours, j'ai quelque chose de nouveau à aller regarder puis à creuser. Fait que ma tête fonctionne dans cette quête-là de la vérité que j'ai. Et je me lance dans la vérité technique. J'ai abandonné la vérité politique là, parce que c'est juste trop un gros bordel absolu. Donc, mais la vérité technique, fait que c'est ça qui me motive à tous les jours. Diversico est fier de présenter Meilleur humain, meilleur monde. Parce que l'impact commence par l'intention. On rencontre des entrepreneurs visionnaires qui placent l'humain au cœur de leur succès. Diversico Finance Humaine est un cabinet de services financiers qui accompagne les entreprises d'ici dans leur croissance. Meilleur humain, meilleur monde. Un podcast inspirant pour transformer le Québec, un entrepreneur à la fois. Bienvenue à Meilleur humain, meilleur monde, rencontre avec les entrepreneurs visionnaires du Québec. Notre invité aujourd'hui, David Proulx, entrepreneur en série. On va nommer tes entreprises tout de suite après. Toujours à mes côtés, mon associé et mon co-animateur, Normand Chadwick. Normand et moi sommes tous deux du cabinet de services financiers Diversico Finance Humaine et on donne des conseils financiers aux gens d'affaires, des gens comme David. Bienvenue à nos studios. Studios que tu connais déjà, d'ailleurs, apparemment. C'est ce qu'on nous a dit. Ouais, j'ai eu la chance de faire le podcast des Dérangeants ici 2 fois déjà. Ouais, c'est ça. Fait que voilà. Fait qu'on partage déjà du monde en commun. David, on va lire ta bio et un peu tout ce que tu fais parce qu'il y en a quand même long à dire. Alors, premièrement, tu es un entrepreneur technologique québécois. D'ailleurs, tu m'as dit tantôt que tu as étudié au HEC en finance, mais quand on regarde ton parcours, on a l'impression que tu es plus quelqu'un vraiment de très techie, très dans les technologies depuis très jeune dans ta vie. Tu m'as nommé 4 entreprises. Alors, Bullseye AI, dont on va parler, HoloMD, One9 et LogSafe, qui est tout juste sur le point d'être lancé au moment où on se parle. Tu es également une personnalité publique. Tu parles à Dutrisac tous les matins à la radio. Et puis bientôt, ton podcast Dialogue va devenir une émission également à la radio. En dehors de ça, écoute, prix extrêmement prestigieux. Tu es la seule personne au Québec, pas juste au Québec, pardon, dans le monde. On était 20 dans le monde. Vous étiez 20 dans le monde. Ouais. Mais il y a d'autres prix Prompt Engineering aussi, là, mais au Québec, à ma connaissance, il n'y a pas d'autres gens qui ont gagné. Essaye pas de diminuer ce que je m'en vais dire, parce que moi, ça m'a vraiment frappé tantôt. Prompt Engineer, Flow Engineer et Context Engineer, tu es le seul là-dedans à avoir gagné un prix international. Puis le jury, c'était pas n'importe qui. On parle des gens de OpenAI et d'une autre affaire que moi, je connaissais pas, mais pour ceux qui connaissent, A16Z. Oui, Andreessen Horowitz, ou A16Z, là, qui est le plus gros fonds de VC de la planète. Puis c'était la partner en intelligence artificielle qui était sur le jury. Puis ma femme, dans le fond, elle a dit quoi que j'ai trouvé très drôle. Elle m'a dit, moi, je suis pas sûr de comprendre ce que tu fais, mais ces gens-là comprennent ce que tu fais. Donc, s'ils t'ont donné un prix, c'est que tu dois être pas pire. Ça, effectivement, disons que l'honneur est donné par quelqu'un de crédible. Là. Il n'y a aucun doute là-dessus. Écoute, tu as parti ta première business à l'âge de 18 ans, une agence web. Partons de ça pour le plaisir de faire un petit voyage dans le passé puis de découvrir qui est l'homme derrière l'entrepreneur qui est ici dans la salle. Qu'est-ce qui t'a trop intéressé autant que ça, déjà à l'âge de 18 ans, de te partir dans le monde du web? Ben moi, j'ai toujours aimé les techs. Là. Mon père m'a appris à lire en lisant un livre de QBasic, qui est un langage de programmation. Donc, j'ai toujours eu des keyboards devant les mains. Je me souviens, tout petit, je faisais mes petits programmes que je sauvegardais sur une cassette. Là. Puis, j'ai toujours eu des ordi. Donc, quand il y a eu le début de l'Internet, puis je voulais aller à l'université, mon père ne voulait pas payer mon université, puis je travaillais dans un mini-golf intérieur. Fait que j'étais là, there's no way que je peux ramasser tout l'argent que ça prend pour payer, sortir de l'école, pas de dette. Donc, je me suis dit, je vais faire des sites web. Puis, je me suis mis à faire des sites web. J'ai fait ça pendant toute mon université. Puis, là, j'ai gradué en 2003. Et puis, je me disais que les webshops n'avaient pas d'avenir. Fait que j'avais raison, mais 10 ans trop tôt. Parce que j'avais dit, les webshops d'aujourd'hui, c'est les print shops de demain. Puis, qui va voir son imprimeur pour du conseil stratégique? Donc, j'ai dit, je peux pas rester dans le web. Puis, j'ai
pivoté dans une firme de marketing, mais qui faisait énormément de technologie. Donc, on faisait du tracking avant même avant que Facebook fasse du tracking. J'avais fait mon premier site d'e-commerce mobile avant même le iPhone. Donc, j'ai toujours été un early adopter. J'aime les défis techniques que peu ou pas de gens ont résolus avant. Puis c'est là que j'ai mon fun. Donc, j'aurais vraiment pas fait une bonne vedette rock. Tu sais, chanter les mêmes 12 chansons de ville en ville, là, je me tirais une balle. J'ai besoin de nouveaux constamment. Puis là, j'ai eu la chance d'organiser ma vie pour que ce que je fais à semaine longue, c'est que du nouveau. Ben effectivement. Parle-nous un peu pour nous positionner Bullseye, qu'est-ce que ça fait, LogSafe, bref, les 4 entreprises que j'ai nommées, si tu peux nous positionner un peu, chacune fait quoi, puis c'est un peu interrelié tout ça là, dans un plus grand plan, peut-être. Oui, tu as compris, c'est un plus grand plan. Ouais. Donc, tout a démarré de Bullseye. Donc, Bullseye AI, je fais de la consultation stratégique en intelligence artificielle. Et à l'époque, je créais également des agents pour automatiser des tâches ou donner un levier cognitif aux employés en entreprise. Et puis, de ça, j'ai eu un contrat. Une firme de Montréal m'a engagé pour sauver un contrat qui allait pas bien aux États-Unis, qui était pour un éminent psychiatre. Et puis, j'ai fixé j'ai réglé le problème là-bas. Et puis là, j'ai été engagé par ce psychiatre-là pour discuter avec lui de futur de l'IA et tout. Puis en discutant ensemble, j'ai trouvé une idée de comment faire un agent de psychiatrie. Puis il a aimé l'idée. Puis on a décidé de le faire. Puis j'ai été cofondateur de ça. Donc, ça s'appelle HoloMD. Donc, c'est un agent de psychiatrie. Grosso modo, ce que ça fait, parce qu'on a voulu imaginer le psychiatre parfait. Okay. Puis le psychiatre parfait, il a le temps à tous les jours de texter ses patients. C'est « Hey, Tristan, comment tu vas aujourd'hui? » Ouais. Puis hier, là, t'allais pas bien de telle affaire. Ça va-tu mieux aujourd'hui? As-tu pensé si les psychiatres avaient le temps de faire ça? Mais ils l'ont pas. Ouais. Donc, HoloMD, ce que ça fait, c'est au nom du psychiatre. Et ils savent que c'est un agent IA. À tous les jours, c'est signé que c'est un agent IA. Mais ça va dire, Tristan, t'as un podcast aujourd'hui avec David Proulx, là, il y a des lunettes rouge-lettes, là, mais n'aie pas peur, là, ça va bien aller. Okay? Donc, l'agent, il fait ça. À tous les jours, il va demander au patient comment il va. Et puis, à tous les soirs, il va demander s'il a pris ses médicaments. Okay. Et puis, parce que le plus grand enjeu en psychiatrie, c'est les patients qui vont bien puis qui arrêtent de prendre les médicaments parce qu'ils ont plus besoin. Puis là, après ça, elle parle d'Elpogne. La chaîne débarque. Et là, à tous les soirs, j'ai un autre agent qui lit les transcriptions puis qui va donner un mood score. Donc là, quand le psychiatre revoit son patient, il est capable, au lieu de juste appliquer son jugement clinique sur qu'est-ce que le patient a l'air aujourd'hui, il est capable, il y a un beau graphique avec le mood, comme si c'était un stock à la bourse, comment le patient a été depuis la dernière visite, et en même temps de voir si le patient a pris ses médicaments depuis la dernière visite. Ça serait à peu près la même chose que quelqu'un qui aurait pris son hypertension artérielle à toutes les semaines, puis même à tous les jours, puis le médecin, finalement, les lectures, fait qu'il peut avoir sa consultation. Puis on sait qu'en santé, le mieux, c'est de prévenir, pas de guérir. Donc, aux États-Unis, ils ont un truc qui s'appelle les RTM codes, Remote Therapeutic Monitoring, et l'État et les assureurs privés payent pour qu'on puisse prévenir les psychoses. En fait, qu'on puisse mesurer l'état de santé du patient. Ouais. Puis, on a déjà des patients qui se sont self-reported, qui ont été eux-mêmes aux urgences parce que là, ils n'allaient pas bien. Puis là, l'agent, il leur dit, écoute, faudrait que tu ailles aux urgences. Puis, à date, c'est arrivé déjà 2 fois. Puis on aide les gens là, de façon hallucinante. Là. Il n'y a pas une journée, c'est peut-être déjà arrivé que c'était aux 2 jours, qu'on n'a pas un témoignage de patient qui dit merci Holo, ça me fait tellement du bien. Ou merci Holo de m'avoir encouragé. Merci Holo, t'es la seule entité avec qui je peux parler. Puis on aide les gens avec ça. Puis ça a gagné un prix également en psychiatrie là, de GHP. Fait que les psychiatres ont reconnu notre travail. Puis le Head of Startup d'OpenAI puis Anderson Horowitz ont reconnu notre travail. Normand et Tristan qui vous reviennent. Comme vous savez, on interviewe beaucoup de gens d'affaires. Mais on n'est pas seulement ça dans la vie. On travaille aussi avec nos entrepreneurs, nos gens d'affaires pour leur donner des conseils. Et une des choses, Tristan, qu'on se rend compte en parlant avec nos clients, nos entrepreneurs, c'est qu'il y a une réalité qui est cachée, qui est pas souvent discutée. C'est la notion d'égalité versus l'équité. Hein? OK? Donc, l'égalité dans le partage du patrimoine. C'est rare où on va voir un entrepreneur qui dit, écoute, j'ai 3 enfants, puis moi, je divise égal à 3 enfants.
L'égalité vient souvent revient à la notion mathématique. On a 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, on divise par 2, par 3, par 4. Mais la notion qui vient aux émotions, c'est l'équité. Mm-hmm. Comment on deal avec ça quand on a une entreprise de 5-10 millions? C'est pas tout le monde qui est intéressé par cette entreprise-là, où on a accumulé un patrimoine qui est difficilement divisable. C'est quoi ton expérience avec les clients là-dedans? Bien, première chose, je pense que souvent, cette préoccupation-là, mon expertise, c'est qu'elle est cachée de la vue des gens. Ouais. De la vue de nos entrepreneurs. Plus souvent qu'autrement, par défaut, quand on leur demande comment tu partages, ben écoute, j'ai 2 enfants, ça va être 50-50 ou 3 enfants, un tiers, un tiers, un tiers. Mais quand on se met à poser des questions, tout d'un coup, cette discussion-là devient plus complexe. Bon, disons, supposons 2 enfants, j'ai 2 filles, il y en a une qui décide de prendre le relais de l'entreprise familiale. Ça fait 10 ans qu'elle travaille avec moi. On a fait un bon bout de chemin ensemble. Puis mon autre fille a pris un autre chemin complètement différent, devenue, je sais pas moi, infirmière, par exemple. C'est quoi l'équité et l'égalité là-dedans? Il y en a une qui, si je lui lègue l'entreprise à la fin, probablement, elle l'aura mérité. Deuxièmement, ça vient avec de la responsabilité. Oui. Tandis que peut-être que l'autre, pour rebalancer, je vais lui donner du cash, du comptant, une police d'assurance vie, par exemple. Mais si je lègue à une business de 5 millions, est-ce que je lègue une police d'assurance vie de 5 millions à l'autre, mais qui devient... c'est drôlement facile, là, tu sais, t'hérites juste du cash versus l'autre, t'hérites de la responsabilité. Oui. C'est quoi le bon vecteur? C'est-tu de la justesse, de l'égalité, de l'équité, appelons ça comme on voudra? Et là, ça devient quand même un casse-tête pour les gens. Ça devient casse-tête, puis encore une fois, on veut pas que toute cette question-là où on a accumulé un patrimoine, on a développé quelque chose d'extraordinaire, d'un puissant levier financier pour les prochaines générations, en arrive à créer des conflits. C'est pas ça qu'on veut, là. Exactement, non. C'est la dernière chose qu'on veut, créer des conflits. C'est la dernière chose qu'un père de famille ou une mère de famille voudrait, qu'ils soient en affaires ou non. Ou d'autres situations qu'on peut entendre, par exemple, j'ai 2 enfants et puis je suis entrepreneur, encore une fois. Un de mes 2 enfants a eu 5 enfants. Puis l'autre a décidé qu'il n'y en aurait pas. Est-ce que je partage encore en 2 ou je partage en 7? Il n'y a pas de réponse à cette question-là, ultimement. Mais il y a une question, en tout cas, derrière ça. Il y a une question, clairement. Puis souvent, ce qu'on entend chez nos clients, c'est on veut que ça reste dans la lignée de sang. Hein? Oui. Donc, parce qu'encore une fois, tu as donné l'exemple où nos enfants ont des enfants. Donc, on devient, nous, grands-parents. Mais on réalise, écoute, s'il m'arrive de quoi ou j'ai légué quelque chose à mes enfants, ben, je voudrais qu'eux l'envoient à leurs enfants à eux et pas nécessairement à leur conjoint ou à leur conjointe. Ouais. Donc, c'est vraiment des questions qui amènent beaucoup de réflexion. Puis encore une fois, on veut que ça se passe dans l'harmonie. Tout à fait. Et encore une fois, il y a toujours des mécanismes pour gérer ça. La question de la lignée sanguine, elle revient régulièrement. En général, c'est pas mal la méthode qu'on voit. Surtout de nos jours, il y a quand même beaucoup de gens qui sont dans des familles reconstituées. Oui. Fait que donc, bon, encore une fois, je vais parler aux gens, je suis un entrepreneur, père de famille, puis disons, ben j'ai une conjointe dans ma vie depuis 20 ans, tu sais. Elle n'est pas la mère de mes enfants. Elle a des enfants. Peut-être que j'aime ses enfants autant que les miens, je veux les faire hériter de quelque chose. De combien, je ne le sais pas. Mais c'est sûr qu'il y a des mécanismes pour vraiment déterminer que l'argent va suivre le chemin que moi, je veux qu'elle suive. Donc, je peux léguer à quelqu'un et obliger cette personne-là à reléguer à une personne de mon choix et non pas de son choix. Je vais faire un exemple. Disons, j'ai cette nouvelle conjointe-là dans ma vie, une nouvelle conjointe depuis 20 ans. C'est sûr que je vais lui léguer quelque chose. Ça fait 20 ans qu'on partage une vie ensemble. Mais je voudrais pas non plus que je lui ai légué un bon patrimoine. 1 mois et demi plus tard, elle décède à son tour, puis tout ça part dans sa famille. Peut-être que je veux ça, mais peut-être pas. Il y a des mécanismes testamentaires, notamment, où est-ce que l'argent va aller dans ses mains, il va pouvoir en profiter toute sa vie, mais après ça, elle va revenir dans ma lignée sanguine. Et comme tu le mentionnais, Normand, un peu le même principe se fait pour pas que les patrimoines se mettent à se diviser dans les conjoints-conjointes de mes enfants qui ne seront pas dans ma lignée sanguine. La clé est toujours la même. Des bonnes discussions avec les bons professionnels autour de la table. Des bonnes discussions familiales avec nos conjoints-conjointes, nos enfants à la rigueur. Oui. On parle pas assez de ça. Surtout pas au Québec. Tu as raison. On attend, malheureusement, qu'il est trop tard. On attend ou...
je suis en perte d'autonomie ou un décès prématuré, puis ces discussions-là n'ont jamais eu lieu, jamais. Puis pour toutes sortes de raisons, encore une fois, on parle de tabou, on parle d'argent. C'est pas des sujets qui sont populaires, mais qui peuvent amener des conséquences heureuses ou dramatiques. On veut pas qu'elles soient dramatiques. Là. Complètement. Ça me fait penser à une histoire. Un de mes bons clients qui est très fortuné me raconte l'autre fois, puis il est dans ce casse-tête-là, tu sais. Il m'avait dit, et je cite, « Écoute, j'ai pris des décisions d'affaires à coût de 10 millions, 20 millions, ça m'a jamais stressé. Cette décision-là, cette discussion-là, le stress plus que n'importe quel autre. » Puis il me dit, « Écoute, je m'ennuie jusqu'à une certaine limite de l'époque où j'envie l'époque où les fortunes familiales, c'était des fermes. Puis là, tu avais 14 enfants. Puis là, papa décédait d'un seul coup, tu sais. Puis l'enfant le plus vieux héritait de la ferme familiale. Mais il héritait d'une responsabilité en même temps. Il était responsable des 13 autres frères et sœurs, responsable de sa mère pratiquement, et de la gestion de la ferme. Aujourd'hui, on lègue beaucoup des dollars qui viennent avec une autre crainte qui est, est-ce que je vais faire de mes enfants des paresseux? Oui. Il y a toute cette notion-là aussi de responsabilité qui vient là-dedans. Donc, Tristan, on a beaucoup parlé du diagnostic. OK? On vient de réaliser là, que l'équité et l'égalité, c'est pas la même chose. Ça peut avoir des conséquences importantes auprès de notre famille. On part avec où? On part où? C'est quoi les questions que tout entrepreneur devrait se poser? L'intention, c'est qu'est-ce qu'on fait à partir du moment où je réalise là, que faut que j'y réfléchisse. Puis il y a certaines clés qui sont en ma possession, mais il faut que je les utilise. Là. Je pense qu'une des bonnes questions, c'est est-ce que je veux léguer des dollars ou je veux léguer une famille unie en harmonie? Oui. Présumons qu'au stade où tu me parles, je pense que l'entrepreneur a réalisé qu'il veut léguer les deux, en quelque part. Oui. Certainement que la première étape, c'est de dresser le bilan du patrimoine successoral en date d'aujourd'hui. Oui. Ça a l'air de quoi? Oui. Et peut-être même que j'ai un enfant qui a déjà commencé à contribuer à la business depuis 10 ans. Qui a contribué à ce patrimoine-là? Donc, en quelque part, à qui ça revient? C'est certainement une autre bonne question à se poser. Une autre des questions, c'est assurément, dans mes héritiers, est-ce que tout le monde est en mesure de gérer? J'ai peut-être des enfants qui sont inaptes à gérer un patrimoine ou malhabiles ou dépensiers ou... Des dépendances. Des dépendances, ça peut être toutes sortes de choses. Ça, c'est une autre série de questions. Parce que c'est une responsabilité héritée d'un patrimoine aussi. Ouais. Ça vient avec beaucoup de responsabilités. C'est pas juste un party, cette affaire-là. Donc, on parle de faire une prise de conscience, on parle de faire un bilan successoral, on parle de communiquer, de réfléchir à nos intentions, parce que ça n'arrive pas du jour au lendemain, cette décision-là. Il y a une réflexion. Donc, on parle quand même d'éléments qui prennent du temps. Là. Ouais. Tu fais pas ça là, sur le coin de la table une fin de semaine. Là. Absolument pas. Puis plus le patrimoine est élevé, plus on devrait consacrer du temps à ces rencontres-là. Puis je dis pas que plus petit, on ne devrait pas en consacrer. Tu sais, puis il y a toute une question de quand est-ce que ça va être le bon moment d'en parler. Pas que tout le monde découvre ça le lendemain du décès en ouvrant le testament. C'est quand le bon moment pour asseoir les enfants dans la salle de conférence avec un ou deux professionnels de confiance autour de la table. Puis de prendre ça comme un moment important dans leur vie, dans notre vie. Pour dire là, on va parler des vraies affaires. Tu sais. Voici le patrimoine qui s'en vient. C'est quand que c'est le bon moment de commencer à éduquer les enfants aussi sur la gestion d'un autre niveau. Tu sais, l'homme d'affaires qui s'est enrichi ou la femme d'affaires au fil du temps a appris toutes sortes de choses au fil du temps aussi. Oui. La personne qui hérite du jour au lendemain n'a pas toute cette série d'apprentissages-là. Mais c'est notre responsabilité aussi comme entrepreneur et père ou mère de famille d'amener l'éducation financière à nos enfants. Comme on vient de dire, ça peut être un moyen, malheureusement, qui pourrait scinder une famille, mais ça peut être aussi un moyen de rapprocher une famille. On peut, à travers le patrimoine, créer un projet commun, une fondation, identifier une œuvre philanthropique qu'on aimerait avantager. Donc, il y a des choses extraordinaires. Puis c'est quoi les intentions des enfants aussi quand ils vont recevoir ces argents-là? Il y en a qui peuvent avoir des projets quand même assez intéressants. Que le parent peut dire, wow, il y a de quoi de différent là, que moi, je n'avais pas imaginé qu'on peut faire ensemble. Ça peut créer ces rapprochements-là. Tout à fait.
Tout à fait. Ça peut définitivement devenir un projet familial accompagné d'une charte, d'une vision de la famille, puis qui pourrait transcender pas juste une, mais peut-être plusieurs générations par la suite. Plusieurs générations. Merci beaucoup. Juste avant de passer à la prochaine entreprise, puis je vais te laisser une petite place dans 2 secondes, Normand, mais combien de psychiatres utilisent ça aujourd'hui, cette application-là? Là, en ce moment, on est dans une phase de scaling up. Ouais. Donc, on a, je pense, à peu près 1000 quelques patients. Puis on commence avec des cas avec une sorte de pathologie. Ouais. Mais on a une liste au-dessus de 10 000 patients qui veulent onboarder. Parce que c'est le psychiatre qui recommande notre application. Donc, on ne s'adresse pas directement aux patients. Et il y a eu des gros enjeux de sécurité autour de ça. J'ai travaillé tellement fort parce qu'on a tous lu des cas où quelqu'un s'est suicidé, puis ChatGPT a dit « va te tuer » ou surtout Character AI. Puis avec AutoMD, c'est impossible. Okay. Impossible. Je pourrais mettre mes enfants là-dessus. Je sais qu'ils seraient safe. Là. On a bâti une forteresse autour de ça. Je pourrais rentrer dans le technique du pourquoi, du comment, mais je pense pas que ça l'intéresserait l'auditoire. Donc, ouais, ça fait que ça, c'est holo. Tu parles que ça aide le patient, mais ça aide certainement aussi les membres de sa famille. Totalement. Puis aussi, parce qu'il y a un sentiment de prise en charge. Et pour le psychiatre, quand il revoit son patient, il peut interroger le système. Donc, puis j'ai eu un cas récemment, on a eu ça dans un témoignage de psychiatre. Le patient, grosse chute de morale, le patient comprend pas pourquoi, il prend ses médicaments, le patient était stable, puis il fait comme, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis il interroge le système, puis il demande au patient, le patient, je sais pas. Puis il interroge le système, puis on voit que son chat de genre 15 ans est mort. Le timing est le même. Puis là, il dit, ça se pourrait-tu que c'est quand, je sais pas c'est quoi le nom du chat, là, quand Dédé il est mort? Ouais. Ah, ouais. Fait que t'as juste pas des médicaments parce qu'un chat est mort, là. Mm-hmm. Donc, ça permet ça également. Là. Donc, c'est vraiment, vraiment un bel outil. Wow. Et la troisième business? On a parlé One9. One9. Donc, ce qui arrive, c'est que j'ai tellement de demandes pour bâtir des agents. J'ai eu la chance de rencontrer un jeune David Proulx. Okay. Le gars, là, c'est moi. Moi, les lunettes, là. C'est moi. Ça s'achète, des lunettes. C'est exactement. Donc, c'est moi à 27 ans. Okay. Et puis, j'ai envoyé des mandats. Ça a super bien été. On a eu un fun fou de travailler ensemble. Puis avec son partner, Sergio. Puis, je leur ai dit, puis là, ils m'ont demandé, parce que je leur ai envoyé du travail. Puis là, ils m'ont demandé, comment qu'on pourrait pour travailler encore plus ensemble. Puis ils m'ont mis partner de leur business. Donc, j'agis comme Head of AI. Donc, parce qu'eux, c'est des développeurs à la base. Et puis, ils programment vraiment de la façon qu'il faut programmer en 2026. Là. Okay. Donc, tu sais, des fois, je fais la blague, j'en ai intelligence artificielle. Si dans le nom de l'entreprise, il y a 2 O, c'est qu'il y a probablement un 0 de trop dans la facture. Donc, quand ils viennent nous voir, on est capable, de la manière qu'on travaille, on est hallucinamment efficace. Genre, ça me fait peur à quel point on est efficace. Okay. Donc, ce qui arrive, c'est que les gens qui viennent vers moi pour des agents, si c'est des agents techniquement pas complexes, je les shoot à One9. Puis s'il y a des défis techniques là, vraiment comme funky, là, je dis, OK, celle-là, j'embarque dedans. Puis là, je travaille main dans la main avec One9. All right. Et puis, la dernière, pour l'instant, LogSafe, encore une fois, Head of AI. Donc, il y a un vrai enjeu de souveraineté numérique. Puis là, je crois que lors de la diffusion du podcast, l'entreprise va être lancée. Donc, il y a un problème de souveraineté numérique. Explique-moi, qu'est-ce que c'est souveraineté numérique? Parce que je ne suis pas sûr que le monde qui nous écoute le sache. Okay. La souveraineté numérique, c'est ce sur quoi le gouvernement fédéral a décidé de dépenser des milliards de dollars puis qu'il n'y a pas de solution totalement viable. Puis là, ça se veut une direction plutôt qu'une solution. Puis, moi, j'ai fait ma part, j'ai vu la problématique, puis j'ai développé. Donc, l'idée de la souveraineté numérique, c'est comment tu protèges tes données. Comment tes données ne peuvent pas être prises par d'autres États. Puis quand on dit d'autres États, on pense aux États-Unis puis à la Chine, parce que les Européens, ils font rien. Donc, on va pas dire ça comme ça, mais trop tard, je l'ai dit. Ouais. Donc, tout ça pour dire que l'idée, c'est comment tu fais pour protéger tes données, surtout des Américains, parce qu'avec le Patriot Act et le Cloud Act, les sociétés, il faut dire les départements du gouvernement américain, mais le gouvernement américain est main dans main avec les entreprises, peuvent avoir accès aux données qui sont sur des serveurs Microsoft ou n'importe quel serveur américain, et ce, peu importe où est le serveur sur la Terre. Donc là, avec la loi 25,
que c'est pas obligé, mais les entreprises d'hébergement en ont profité pour dire qu'il faut que ce soit hébergé au Québec, il faut que ce soit hébergé au Québec. Ouais. Donc là, on pense que parce qu'on est hébergé ici, nos données sont protégées. Et c'est totalement faux. Juste avec quelques clics, sans demander la permission d'Ottawa ou de Québec, le département de la justice, le FBI ou le CIA, ou même avec des amis, les liens entre le privé et le public peuvent avoir accès aux données sur un serveur. Et ce que les gens ne savent pas, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent, j'ai eu cette idée-là quand j'ai vu Microsoft Copilot. Okay? Ouais. Donc, Microsoft Copilot, aussitôt que tu as Copilot AI Studio, qui est dans la chaîne, toutes les conversations de l'entreprise avec Copilot sont storées dans une table qui s'appelle Conversation Transcript. De la présidente au réceptionniste, toutes les conversations sont là. Puis là, tu te mets à penser, de dire, mais là, attends, tu es en train de me dire qu'en juste quelques clics, sans demander la permission d'Ottawa ou de Québec, le gouvernement américain peut avoir accès à toutes les conversations de mon entreprise. Wow! Ouais. Puis là, c'est vrai avec Copilot, mais c'est vrai avec OpenAI, parce qu'OpenAI veut déliter leur log, mais ils ne peuvent pas à cause d'une poursuite qu'ils ont du LA Times, puis ça serait long d'en parler, mais les conversations sont là. Pareil pour Anthropic, pareil pour Gemini, pareil partout. Donc là, tu n'as pas ta souveraineté. Parce que la souveraineté numérique, c'est pas par un décret d'Ottawa qui dit « nous sommes souverains ». Non, c'est techniquement. Donc, ce que j'ai créé avec LogSafe, parce que c'est un client qui m'avait demandé de développer ça pour lui, dans une grande chaîne, c'est que tu écris ton prompt. Fait que supposons, Normand, tu travailles pour moi, puis tu es en train de faire un plan financier pour moi, de planification financière, puis là, tu veux poser une question à Copilot ou à OpenAI, peu importe. Donc, David Proulx, 44 ans, qui habite à telle adresse, il y a tant d'actifs, il y a telle affaire, puis il n'est pas fumeur, puis ainsi de suite. Donc là, ça lirait dans Copilot ou ailleurs. Puis là, moi, ce que j'ai bâti, ce que ça fait, c'est que ça prend ton prompt, puis il n'y a pas besoin de savoir que c'est David. Ça peut juste être un homme. Monsieur un tel. Monsieur le client potentiel. Monsieur le client a 44 ans, non fumeur, l'adresse, pas besoin de l'adresse. Ouais. Puis là, c'est ça que tu envoies à OpenAI ou à Copilot ou ailleurs. Puis là, ça donne la réponse. Puis quand ça revient, ça réidentifie le prompt. Donc, ce qu'on a extrait du prompt. Exactement. Pour te protéger. Exactement. Puis là, ce que tu vois, ben, c'est ton prompt, comme si tu avais fait un prompt ordinaire à OpenAI, puis mon nom est là, puis mon adresse est là. Puis ce bout-là, l'association « Où est mon nom », ça, c'est le client qui décide à quelle vitesse il veut le flusher. Puis ça, c'est hosté d'une manière vraiment genre québécoise, souveraine, puis c'est flushé, javelisé. Puis donc, quand après ça, ils ont accès, supposons que le gouvernement américain veut avoir accès aux logs, ben il y a juste des logs inutiles avec aucun PII, donc de données personnelles, à l'intérieur. Puis aussi, j'ai ajouté un petit module de gouvernance qui est le fun. Donc, tu mets tes règles d'entreprise. Puis si quelqu'un, si tu as un employé qui fait un prompt qu'il n'a pas le droit de faire, donc supposons que vous dites, nous, là, telle partie, c'est réservé aux humains, l'IA n'a pas le droit, bien, s'il fait un prompt qui veut sauver du travail en passant par là, puis vous avez décidé que non, le module de gouvernance va dire, tu n'avais pas le droit de demander ce prompt-là. Okay. Donc, on lui dit de mieux se comporter et on garde l'incident dans un rapport qu'on donne après ça aux dirigeants. Wow. OK. Pas mal de pain sur la planche. Est-ce que tu dors de temps en temps? Je suis minoritaire dans tous ces business-là, sauf Bullseye. Parce que moi, mon modèle d'affaires, parce que j'ai 2 autres startups qui s'en viennent. Ouais. Donc, dans plus loin, là, je veux juste être head of AI. OK. Moi, j'ai bâti ma vie. Ma job dans la vie, c'est de savoir. OK. Donc, je suis pas dans les opérations de l'OMD, puis je suis minoritaire dans l'OMD. Je suis pas dans les opérations de LogSafe. Pour One9, quand ils ont des problèmes techniques, ils viennent me voir. Mais sinon, moi, mon travail, c'est de faire de la recherche. Okay. Puis pas de la recherche au sens scientifique, de la recherche appliquée, pragmatique, de voir, OK, les outils, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Puis en fait, pourquoi je fais de la radio puis de la télé avec Benoît Dutrisac? Ben, c'est qu'à tous les jours, ça m'oblige à faire de la recherche. Ben oui, effectivement. À tous les jours, je dois dire, OK, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Puis je dois décider la nouvelle la plus importante pour le public en général. Mais quand je fais mes recherches, je vois toutes les nouvelles techniques. C'est bon pour toutes tes entreprises aussi. Puis je vois les nouvelles techniques qui intéressent personne mais moi. Puis ça m'oblige à tous les jours. Et si je fais une erreur, la quantité de haters que j'ai sur YouTube, techniques qui voudraient ma place, que je me trompe d'une virgule que... C'est ta structure pour te garder sharp, finalement. Là, c'est comme si j'étais payé pour aller au gym, là, puis que j'avais une série de gens qui me regardent, puis que si j'ai pas poussé comme il faut, là, ils crient, là, puis ils disent que je suis pas bon. Tu as dit tantôt les choses qui m'ont fait sourire parce qu'on a eu une pensée similaire. Donc, ton entreprise dont tu es majoritaire s'appelle Bullseye AI.
Tu donnes notamment des conférences avec celle-là et tu mentionnais qu'il y a une de tes conférences, tu l'appelles Bullshit ou Bullseye ou quelque chose comme ça. Ouais. Pardon un peu, c'est quoi qu'on doit savoir par rapport à ça? C'est quoi le grand thème de ça? C'est le thème de la conférence Bullseye ou Bullshit, là, c'est qu'il y a quelque chose que j'appelle du AI porn. Okay. Et par ça, je veux dire, c'est quelque chose qu'il y a juste quelques gens qui font, puis que jamais personne ferait ça à la maison. Là. C'est pas possible. Là. Okay? Donc, ce qui arrive, c'est qu'il y a des trucs que tu peux faire avec l'IA à cause de la nature stochastique puis probabilistique de l'outil, que ça va marcher une fois sur 100, une fois sur 300. Puis là, ce qu'ils font, ces gens-là, c'est qu'ils se filment, ils filment leur ordi la fois, un paquet de fois, puis là, la fois que ça marche, ils prennent ça. C'est ça qu'on va publier. Ils publient ça, puis là, tu as les dirigeants d'entreprise qui font comme, là, moi, c'est ça que je veux, là. Ben oui. C'est ça que je veux faire. Là. Ouais, mais il n'y a personne qui fait ça. Parce que ça marche pas. Ça se peut pas. C'est du fake. C'est de la bullshit. Je comprends. Donc, il faut ramener ça sur Terre. Là. Les gens veulent l'IA de Batman ou d'Iron Man qui disent « fais-moi ça », puis là, le robot, il part, puis il fait tout. Puis, tu sais, alors qu'en ce moment, l'IA, c'est bon pour faire des tâches cognitives très simples. Ça. Ouais. Donc, tu sais, pas plus tard qu'hier, j'expliquais à un client, je dis non, au lieu de chercher à faire à l'IA ce que personne ne peut faire, pourquoi tu lui ferais pas faire ce que tout le monde peut faire? Tu sais, tu payes des gens pour faire quelque chose que l'IA peut faire à la place. Là. Mm-hmm. Donc, commençons par ça. Parce qu'aussi, juste dire le delta entre ce qui buzz sur les médias sociaux et les médias, tu sais, comme cette semaine, là, ça va être difficile dans un mois. Cloudbot va être fini, c'est sûr. Ou, en fait, OpenClaw, ils ont changé de nom 3 fois en 4 jours. Mais l'idée de prendre un agent puis lui donner le plein contrôle de ton ordinateur sans aucun paramètre de sécurité, bien, c'est sûr que ça va finir en fiasco. Mm-hmm. Tu sais, juste aujourd'hui, dans ma chronique de ce matin, je parlais, il y a un gars, son robot, son agent d'OpenClaw, a décidé d'aller dépenser 2900 $ en formation en ligne pour obtenir des aptitudes pour pouvoir accomplir une tâche. Incroyable. Ah oui. Wow. Donc, okay. donc ça, c'est de la bullshit. Il n'a pas demandé au CFO avant, là, j'imagine? Mais non, mais c'est de la bullshit absolue. Ouais. Tu sais, puis là, ils vont montrer les trucs qui marchent. Ouais, mais il faut que tu montres les fois que ça marche pas. Ouais. Puis pourquoi ça marche pas? Donc, tu sais, aujourd'hui, de la saisie d'informations, de certificats de conformité, de factures, de support à la clientèle, tu es capable de faire ça avec un taux de précision supérieur à l'humain. Mm-hmm. Mais c'est ça qu'il faut que tu fasses. Ben justement, c'est ce que j'allais te demander. Tout ce que tu nous racontes depuis tout à l'heure, que ce soit en passant par ce que vous êtes en train de faire avec les psychiatres, entre autres, l'impact sur les patients, leurs familles, les entreprises, les employés, ça a un impact direct dans la vie des gens. Ouais. Donc, toi, tu parlais tantôt, je veux des solutions appliquées. Tu te lèves le matin, c'est quoi ta motivation? C'est de changer la vie des gens, améliorer le sort des gens, d'être plus productif? C'est comment ça marche dans la tête de David? Bien, moi, j'aime tester les limites. Puis moi, je crois rien dans la vie. OK? Genre comme, la seule chose que je crois dans le journal, là, c'est la date de la journée. OK. Tout le reste, j'ai des doutes. Je suis un grand sceptique. Je vais au fond des choses. Je creuse. Donc, là, j'ai comme un terrain de jeu à l'infini qui est l'IA. Parce qu'à tous les jours, j'ai quelque chose de nouveau à aller regarder puis à creuser. Fait que ma tête fonctionne dans cette quête-là de la vérité que j'ai. Et je me lance dans la vérité technique. J'ai abandonné la vérité politique là, parce que c'est juste trop un gros bordel absolu. Ouais. Donc, mais la vérité technique, fait que c'est ça qui me motive à tous les jours. Puis dans mes valeurs profondes, dans mes croyances, dans comment j'ai été élevé et mon système de pensée, je dois prendre soin de mon prochain comme moi-même. C'est la règle d'or. Là. Mm-hmm. Donc ça, je l'applique énormément dans tout. Tu sais, dans le passé, j'ai bâti un réseau social pour les mamans avec mon épouse. On a 13 mamans qu'on sait qui se sont pas suicidées grâce au support qu'elles ont reçu dans l'application. Ça, c'est 13 mamans qui embrassent leur enfant à tous les jours à cause de lignes de code. Ouais. Donc, le code peut changer la vie des gens. L'IA, là, c'est le plus beau cadeau qu'on a eu. C'est la plus belle des révolutions industrielles. Parce que regardez là, comment un psychiatre est capable d'aider un paquet d'autres psychiatres. Imaginez là, l'accès à la médecine, l'accès au savoir, comment on va être capable d'aider des gens. Là. On va pouvoir prendre là, le meilleur dermatologue de la planète
et le rendre accessible pour quelques sous à n'importe quel Africain qui en a de besoin. Là. On vit ça. Ouais. Puis là, les gens ont peur pour leur emploi. Oui, mais c'est juste une révolution industrielle. Ça va changer comment on travaille. Il y a tellement de gains. Puis, tu sais, avec... Je me souviens même pas si on a parlé de l'émission de télé puis de radio qui s'en vient avec eux, mais je vais avoir une émission hebdomadaire. Puis mon but, c'est ça, c'est de démocratiser l'IA. C'est que les gens cessent d'avoir peur de l'IA et qu'ils voient tous les gains qu'on peut avoir, qu'on a déjà avec l'IA et ce qui s'en vient. Mm-hmm. C'est magnifique. J'ai une question pour toi. Tu sais, t'es père de famille, hein? T'as des enfants 15, 13, 7. Oui, d'accord. Et j'ai des enfants aussi. Normand a des enfants aussi. Probablement beaucoup de monde qui nous écoute. Quelqu'un qui arrive à ces âges-là, là, tu sais, qui sont sur le point d'aller à l'université, puis il y a une crainte quand même là, qui est partout sur les médias sociaux. Tu sais, il n'y en aura plus d'emploi. Laisse faire le travail, il va jouer au pickleball à la place. Là, tu sais. T'en penses quoi, toi, de ça? Tu sais, qu'est-ce que tu dirais à des jeunes par rapport à ça, tu sais, qui peuvent s'inquiéter de ça dans quoi je m'en vais étudier, ça n'existera plus? Ben, moi, moi, les conseils que je donne à mes enfants, il y en a deux. C'est va faire génie quelque chose. Va faire génie quelque chose parce que les chercheurs vont pouvoir découvrir tellement plus. Les ingénieurs vont pouvoir bâtir tellement plus. Je donne un exemple. Robot humanoïde. Ouais. Imagine un robot humanoïde qui place des briques. Là, le maçon, il dit, mais non, mais je vais perdre ma job. OK, prenons une pause. Est-ce que ça fait du sens de détruire le dos d'un être humain pour placer des briques sur un building? Logiquement, maintenant qu'on a une alternative, Ça fait pas de sens. Ouais. Parce que le dos du robot humanoïde, tu peux le changer comme tu veux. Ouais. Donc, ce qui va arriver, c'est pas que les robots vont travailler tout seuls. C'est qu'il va y avoir 8 robots qui vont placer les briques, puis il va y avoir un humain qui supervise. Mm-hmm. Donc, la nature du travail va changer. On ne va plus payer les gens pour la tâche, on va payer les gens pour être responsables. Mm-hmm. De la même manière, moi, j'ai une Tesla avec le FSD. Je suis arrivé ici, j'ai pas touché à mon volant, là. Ni au gaz. Là. Ben, au gaz, ni à l'électricité. T'es fort de pas toucher au gaz. Ouais, Tesla, pareil. Puis, donc, l'auto fait le travail, mais je suis responsable. S'il y a un accident, je peux pas dire que c'est de la faute à Elon. Non. C'est de la faute à David Proulx. Complètement. De la même manière que pendant que j'attendais, j'ai rédigé 2 contrats. Ouais. Puis l'IA les a fait. Moi, je suis responsable. S'il y a une erreur là-dedans, c'est moi qui est responsable. Ouais. Mais si tu as 8 robots humanoïdes qui placent les briques, ben, as-tu pensé comment les gains de productivité, comment le coût de maçonnerie descend? Parce que si là, la richesse d'un pays, c'est le PIB par capita, puis que tu n'augmentes pas ton capita, mais que tu augmentes tes robots, ta productivité explose, ton nombre d'habitants est le même, fait que ton PIB par capita, là, il explose. Et le coût de la vie, c'est quoi? Le coût de la vie, l'inflation, c'est quoi? C'est la course, la richesse collective, c'est la course entre l'inflation et la productivité. Puis au Canada, la productivité est flat depuis l'ère des libéraux, malheureusement. Là, c'est pas un state politique, c'est un fait. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on s'appauvrit. Ah, c'est pas vrai qu'on s'appauvrit. Ah ouais? Il y a 12 ans, on voyait pas des campements de sans-abri partout. Tu sais, j'étais à East Angus, il y a 1 mois, il y a 2 camps de sans-abri à East Angus. Ça n'a aucun sens. C'est vrai qu'il y a 5 ans, on ne voyait pas ça à peine. Donc, on a besoin de ce gain de productivité-là. Ouais. Et les robots vont être capables de nous faire ça. Là, présentement, on est capable d'automatiser le travail de col blanc. Beaucoup de travail cognitif. D'ici 5 ans, 10 ans, ça va être le travail de col bleu. Mais les gens vont superviser. Puis c'est pas comme si on avait trop de monde, là. On manque de monde en fou, là. Effectivement. Donc, il n'y a que des... Ben, il n'y a pas que des gains, mais il y a beaucoup de gains. Il y a beaucoup de gains à venir. Tu disais 2 conseils à tes enfants. Le premier, tu viens de nous le dire. Le second? Le second, si vous avez vraiment peur pour l'avenir, allez travailler pour l'armée. Parce que l'armée, le coût de la vie s'en contrefout parce qu'ils vont augmenter les salaires à l'infini parce qu'ils le font avec nos impôts, puis ils ont des conditions de travail qui sont hallucinantes, puis tu as une sécurité d'emploi hallucinante. C'est assez tranchant comme opinion. Oui. Ben, écoute, il y en a pour tous les goûts là-dedans. Absolument, ouais. Tu te définis d'abord et avant tout comment, toi? Tu nous as décrit tout à l'heure, je t'ai posé la question comment ça se passe dans ta tête, mais on parle à des entrepreneurs. Tu as débuté à 18 ans. Est-ce que le fait d'être un entrepreneur est quelque chose qui est arrivé par défaut, tout simplement parce que tu ne pouvais pas être salarié avec le mode de vie que tu voulais te donner, la liberté que tu voulais te donner de créer, ou vraiment c'était important pour toi de te définir comme un entrepreneur?
Ben, tu sais, ceux qui me suivent savent déjà qu'est-ce que je vais dire. Là. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est une maladie mentale. T'es né entrepreneur. As-tu déjà pensé utiliser HoloMD? Écoute, j'étais le premier à l'utiliser. Je ne l'ai pas fait pour moi, mais c'est. Donc, l'entrepreneuriat, c'est une maladie mentale. Tu as besoin de créer, tu as besoin de bâtir. Tu vois les problèmes, tu les regardes, puis ça gratte. Tu sais, comme LogSafe, je voyais tout le monde parler de souveraineté numérique, puis je voyais tout le monde fermer les yeux sur le Cloud Act puis le Patriot Act. Ouais. Puis j'ai fait comme, non, faut faire quelque chose. Ouais. Puis là, après ça devient obsessif, puis tu dis, OK, faut le faire. Donc, c'est ça, c'est une condition mentale. Comment vois-tu à quel point, t'as déjà commencé à pointer là-dessus, mais j'ai envie qu'on y aille un petit peu plus creux on est dans un podcast qui s'appelle Meilleur humain, meilleur monde. Ouais. Meilleur IA, meilleur humain, meilleur monde. Qu'est-ce que tu vois là-dedans au niveau de rendre ça au service de l'humain, tout ce que tu fais? Puis tout ce que l'IA peut faire, finalement, vu que tu es un bon porte-parole de la bébite. Ben, tu sais, dans la vie, tu vas faire soit partie du problème ou de la solution. Mm-hmm. Puis, la culture occidentale a été bâtie sur l'honnêteté puis prendre soin de son prochain. Il n'y a personne sur son lit de mort qui va être satisfait d'avoir vécu sa vie juste pour lui, d'avoir pensé juste à lui, d'avoir été égoïste, puis d'avoir pris au lieu de donner. Mm-hmm. C'est un des meilleurs remèdes là, contre la dépression puis l'estime de soi faible, c'est de faire du bénévolat. C'est d'aider son prochain. Mm-hmm. Quand t'aides ton prochain en dedans, là, ça fait du bien. Et puis de donner de l'argent à quelqu'un pour qui tu veux pas rien recevoir en retour. Là. Mm-hmm. Juste d'aider quelqu'un qui ne peut pas t'aider. Le bien que ça fait en dedans. Puis ces valeurs occidentales-là ont été perdues. Tu sais, pardonner à un ennemi, Mm-hmm. logiquement, ça fait aucun sens. Essaye d'expliquer ça à un AI, il comprend pas. Mais quand tu le fais, Mm-hmm. le bien que ça fait en dedans. Donc, moi, je pense que la plus belle vie qu'on peut vivre, c'est vivre pour les autres. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour un ami. Tu sais, un héros. On veut tous des héros. Tu sais, les films qu'on regarde, là, c'est un héros, c'est quelqu'un qui est prêt à donner sa vie pour quelqu'un d'autre. Ouais. Mais toi, est-ce que tu essaies de vivre un héros? Est-ce que, tu sais, de se regarder soi-même dans le miroir, là. Est-ce que cette semaine, j'ai vécu comme un héros, oui ou non? Mm-hmm. Parce que arrête de regarder ce que les autres font. Tu sais, j'ai assez de problèmes avec moi-même, je vais m'occuper de moi-même. Ouais. Puis je vais laisser faire les autres. Oui, mais si les autres riches, je fais le bien pour rien. Non. Tu fais le bien pour toi. Puis c'est une des phrases qui m'a marqué beaucoup. Je sais pas si c'est mon père qui m'a dit ça, mais on peut pas tout faire, mais on n'a pas le droit de rien faire. Mm-hmm. Fait que tu sais, des mamans en dépression qui se tuent, il y en a plein. Mm. Mais il y en a 13 qui ne se sont pas tués à cause de mon code. Mm-hmm. Fait que j'ai fait ma part. Ouais. J'ai l'impression aussi, dans le moment que tu viens de nous partager, que tu as départagé aussi ce que l'AI ne fera pas et ce pourquoi l'humain va garder sa place. Est-ce que ça se peut que c'est un peu dans cette direction-là que tu pointais? Je sais pas. L'IA, on peut vraiment lui faire n'importe quoi. Puis, je pense que ça, les auditeurs n'aimeront pas entendre ça, mais je pense qu'on surestime la partie de l'être humain. Il y a cependant une partie que notre messiness fait en sorte qu'on est imprévisible et qu'on évite d'aller toujours dans la même direction. Et cette diversité d'opinions-là, ce messiness-là fait que, en tant que race, on s'adapte toujours. Alors qu'un IA, aujourd'hui, puis je crois que ça va être la même chose dans 5 ans, sa façon de raisonner, c'est un peu comme un tunnel. Mm-hmm. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas le out of the box que l'humain a. Donc, je crois que notre plus grand défaut, qui est d'être irrationnel, c'est également notre plus grande qualité, tant que l'État tolère l'irrationalité. OK. Et là, on voit que depuis quelque temps, les États cherchent à augmenter constamment leur contrôle et que ce qu'on a le droit de dire et penser diminue d'année en année. Et ça, c'est carrément d'enlever notre plus grande force. Mm-hmm. OK. Je suis un entrepreneur.
je t'écoute. J'ai pas nécessairement compris ce que l'IA peut faire pour moi. Même jusqu'à un certain niveau, ça me fait peur. Mais en même temps, je réalise que si j'intègre pas l'IA dans ma business, ben écoute, peut-être que ma business sera plus là. Je commence où? Je fais quoi? Ben là, j'ai envie de te dire, écoute l'émission Dialogue sur Cube, des petits D, grands IA-logue. Ouais. Parce que l'ambition de mon émission, c'est justement d'expliquer à monsieur, madame, tout le monde comment C'est utiliser accessible, dans le fond. Puis... Parce qu'on parle tout de l'importance de... Tu sais, dans les cocktails fancy, là, on parle tout de démocratiser l'IA. Ouais. Ouais, il faut que quelqu'un le fasse. Ouais, on Puis, commence tu sais, où avec puis ça? aider une petite PME, là, tu sais, c'est pas payant. Tu sais, quand t'es en IA, parce que tu sais, je fais des mandats pour le militaire, tu sais, donc je vais... c'est ça. Mais là, moi, c'est comme, pour moi, c'est un acte, je vais pas dire de bénévolat parce que j'ai des employés qui font des formations, je vais pousser mes business, puis ça va amener de la business, mais c'est vraiment un acte volontaire de dire, OK, je connais quelque chose qui peut vraiment aider, tu sais, mon prochain, là, aider les autres entrepreneurs de business, puis je vais vouloir leur enseigner ça. Mais tu sais, par où commencer, là? Attendez pas mon émission, là, allez tout de suite sur OpenAI, là, ou ChatGPT, là, c'est la même affaire. Puis, posez-lui des questions personnelles. Tu sais, demandez-lui des trucs de recettes ou matcher un vin avec un repas ou d'écrire un email. C'est de quoi de très simple, très, 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 très simple. Juste pour voir qu'est-ce qu'il va faire puis que vous goûtiez à la magie de ce que les LLM peuvent faire. Mm-hmm. Puis à partir de là, ben là, vous allez pouvoir bâtir et tout parce qu'il y a un apprentissage à faire. Puis aussi, c'est important de distinguer. En passant, je donne des cours d'une journée pour les entrepreneurs. C'est pas donné, là. Je fais ça avec le groupe Avego. C'est 6 000 $ par entrepreneur. Puis c'est des petits groupes de 25, puis j'ai 2 techs pour m'aider. Puis du matin au soir, je leur montre les outils que j'utilise, comment moi je travaille. Parce que les gens disent, « Hey David, tu as 4 business, puis tu es à la télé tous les jours, comment tu fais? Est-ce que tu dors? » Je dors 8 heures à tous les soirs. Bon, ça se voit que je vais passer au gym, mais ça va changer. Mais c'est que j'ai une trolley d'agents qui travaillent pour moi. Okay. Quand, exemple, mes capsules à Cube, je prends le transcript de YouTube, je fous ça dans un agent, il a écrit mon post. Mon post est fait en 2 temps. J'ai rien à faire. Là. Mm-hmm. Puis mon post est fait. Mon podcast, mes clips que j'ai à faire, j'ai un logiciel qui part, puis il choisit les meilleurs moments, puis il monte, puis il fait les clips, puis ils sont prêts à shipper. Mm-hmm. Donc, tu sais, c'est tous ces gains-là qui fait que c'est un véritable effet de levier cognitif. Ah ouais. Et s'en servir, pas s'en servir, c'est se punir soi-même. Ouais, complètement. T'as l'air de quelqu'un, t'as l'air d'un kid qui est tombé dans le sac de bonbons. Là, totalement. Vraiment, tu tripes. Je suis vraiment béni. J'ai été capable d'organiser ma vie pour être que dans le nouveau constamment. Ouais. Puis je rejette toute chose qui m'éloigne d'être dans le nouveau. En fait, je délègue. Ben, ça m'arrive de rejeter aussi. Tu sais, dire non, il faut être capable de dire non si on veut faire, tu sais, qu'est-ce qu'on veut faire. Puis, tu sais, aujourd'hui, je dînais avec un client potentiel qui m'avait demandé quelque chose il y a 1 an, puis que j'avais mis un prix très élevé parce que je voulais pas le faire, tu sais. Puis, tu sais, il était comme, tu sais, un petit peu, il m'a piqué un peu avec ça, tu sais. Je dis oui, mais c'est parce que je pouvais pas le faire. Mm-hmm. Fait que je t'ai mis un prix en conséquence. Mais là, ce que je fais maintenant, parce que dans l'entreprise, tout est jeune, puis je suis en train, tu sais, puis il ne faut pas que je perde les yeux de l'excellence technique. Ouais. Mais là, avec Bullseye, tu vois, là, j'ai un vendeur que j'engage là qui va s'occuper des... Parce que là, pour l'instant, les inbound, c'est encore moi, mais là, ça ne sera plus moi. Quelqu'un pour la formation. Puis là, avec OneNine pour bâtir les agents. Donc, je fais cette place-là. Mais à tous les jours, j'aime le nouveau. Fait que je suis vraiment, vraiment heureux de faire ce que je fais. Le fil conducteur, tu l'as dit, aider ton prochain, donc l'impact social, très important pour toi. Ouais. Il y a des idées qui s'en viennent pour le futur, j'imagine. Y a-tu des trucs que tu peux nous parler ou c'est encore trop embryonnaire pour... Ben, tu sais, je te dirais que ce que j'aime faire, tu vois, dans OneNine, j'ai un jeune entrepreneur que j'ai déjà fait exploser. Là. Je veux dire, on est en février, puis il y a déjà son chiffre d'affaires de l'année passée. Donc, tu sais, moi, j'ai un plaisir. Je suis rendu à quelque part dans la vie où j'aime aider des jeunes à décoller. Oui. Donc, tu sais, des jeunes entrepreneurs qui ont faim, qui sont sérieux, qui sont coachables. S'ils veulent une business, j'ai des business d'AI pour eux autres. Là. Parce que j'en ai 2 en ligne que je suis en train de faire les produits, mais j'ai pas l'entrepreneur pour le piloter. Ouais. Puis, moi, mon modèle d'affaires est simple, c'est que je bâtis mon produit, il est là.
je prends l'entrepreneur, puis il met un petit peu d'argent pour que je vois qu'il est sérieux, mais le montant n'est pas si important que ça pour moi. Puis après ça, il va gagner ses parts en rencontrant des milestones. Et s'il veut devenir majoritaire dans l'entreprise, puis c'est des milestones réalistes, là, il n'en tient qu'à lui de livrer. Et trouve où ces entrepreneurs-là, ils arrivent sur ton chemin de quelle façon? Je fais des podcasts super intéressants, puis je lance le mot, puis après ça, le mot circule, puis reach out sans farce. C'est avec le contenu. One9, il m'a trouvé comme ça. L'autre, LogSafe. LogSafe, il n'est pas jeune, mais il est très bon et disponible. Puis les autres, c'est la même chose. Donc, j'envoie le mot, puis je vais faire du temps dans mon horaire. Je vais vraiment faire du temps dans mon horaire pour parler aux gens. Tes collaborateurs, tes jeunes, tes moins jeunes, appelle-les comme tu veux. J'imagine qu'il faut qu'ils partagent les mêmes valeurs que toi. Autrement, il y aurait un choc qui serait impossible de réconcilier. Là. Totalement. Comment on fait pour... je suis un entrepreneur, là, puis les fameux mariages. Hein, en entrepreneuriat, on réalise souvent après coup que oui, c'était un choc de valeurs. On fait quoi pour confirmer ces valeurs-là? Tu te mets dans une situation problématique le plus vite possible. T'évites le bout lune de miel, on va faire semblant que tout est beau, puis on réglera ça plus tard. Tu mets le problème tout de suite, puis là, tu regardes comment l'autre réagit. Puis s'il ne réagit pas de la bonne façon, c'est pas la bonne personne. Et mieux vaut être seul que mal accompagné. Encore une opinion tranchante quand même. Ai-je tort? Mais ça marche, en tout cas, c'est clair, c'est ça. As-tu eu des expériences où c'est arrivé avec toi, puis donc tu as pris des décisions? Ouais. Puis les fois dans ma vie où j'ai fermé les yeux en me disant ça va se régler plus tard, ça m'a coûté des centaines de milliers de dollars. Ça s'est pas réglé plus tard. Puis pourquoi tu te disais ça va se régler plus tard? Qu'est-ce qui te faisait croire que c'était pour se régler plus tard? L'être humain, on est excellent à se mentir à soi-même. Mm-hmm. On est vraiment, vraiment bon à se mentir à soi-même. Donc, on sait qu'il y a le problème. On veut pas... C'est vrai aussi dans les mariages. Tu sais, on voit le problème, puis on se dit « Ah non, ça va être correct. » Puis on regarde ailleurs. Puis une des phrases que j'ai apprises l'année passée, que j'aime au bout, c'est « Tu peux ignorer la réalité, mais tu peux pas ignorer les conséquences de la réalité. Mm-hmm. » Donc, l'affaire est là, tu l'évites, mais c'est encore là même si tu l'évites. Puis après ça te pète d'en face. Ouais. Je vais refaire du pouce sur la question précédente de Normand autour de l'entrepreneur qui veut commencer à quelque part. Fait que tu as dit, commence par, entre autres, écoute mes émissions. Ça va être déjà des capsules qui vont commencer à te stimuler, commencer à utiliser des affaires du quotidien. Mais ça, on voit déjà aujourd'hui, tu nous parles de des applications tellement vastes. On fait laquelle en premier? Écoute, là, ça, c'est différent d'une entreprise à l'autre. Évidemment. Puis, tu sais, je sais pas si on en a parlé pendant le pod ou avant le pod, donc arrêtez-moi. Mais au lieu de faire l'agent Batman, Iron Man, c'était avant le pod. C'était avant le pod, OK. Ouais. Donc, ce qui arrive, c'est que les gens, ils rêvent de tout ce que l'IA peut faire. Puis là, ils veulent l'IA, là, le Jarvis d'Iron Man ou l'IA de Batman. Ouais. Tu sais, que là, Batman, il fait juste dire, OK, j'ai besoin que tu analyses ceci. Puis que là, tout ça fait. Puis là, OK, fais-moi un vaccin antidote. Tout ça fait. On n'est pas là. Donc, on est rendu à l'étape, moi, je dis, là, une tâche cognitive que tu es capable d'enseigner à quelqu'un qui sort de l'université, puis tu peux lui enseigner en une journée. L'IA est fort probablement capable de le faire. Donc, au lieu de demander à l'IA de faire ce que personne peut faire comme si c'était un demi-dieu, là, pourquoi tu lui ferais pas faire qu'est-ce que tout le monde peut faire puis que tu payes quelqu'un à faire? Mais j'aime l'équation que tu lances. Si tu peux l'enseigner en une journée à quelqu'un qui sort d'un bac, l'IA est capable de faire ça. Écoute, exact. Fait que déjà, ça te permet de poser une question qui va orienter la réponse à ma question. Ah ouais. Puis les rapports, les formulaires. Tu sais, moi, pour moi, il y a 2 ans et demi, je faisais des rapports piquants, donc de transformation numérique. Puis j'en faisais des bons, là. Les clients aimaient ça, là, parce qu'il y a eu un peu d'abus dans ce programme-là, mais moi, mes clients, ils disaient merci. Là. Puis, je me suis fait une chaîne de prompts de 180-200 prompts sur un transcript qui peuplait une base de données puis qui faisait le rapport. Je transformais 4 jours de rédaction
en 2h30. 4 jours, 2h30. On parle d'améliorer la productivité. C'est un exemple éloquent. C'est flagrant. Ouais. Puis là, ça, c'était funky, puis c'était compliqué à faire et tout, là. Mais c'est fait, c'est fait. Mais une fois que c'est fait, c'est fait. Ouais. Puis, tu sais, une des règles d'Elon Musk, on peut penser ce qu'on veut des opinions politiques. Ouais. Ne pas dire qu'il est un génie, tu sais, il est formidable. Puis, une de ses règles de productivité, c'est d'automatiser tout ce qui est automatisable. Donc, si lui, il le fait, ben, c'est peut-être une bonne idée que nous aussi, on essaie de le faire. Puis, le cancer du Québec, tu sais, ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu « on est né pour un petit pain ». On en parle quand même régulièrement à ce micro aussi. Ouais, OK, super. Ça vient quand même. Mais il y a une nouvelle version de ça. Ah ouais? Ouais. C'est « ça fait la job ». Ça fait la job, c'est dire non, je ne vais pas augmenter ma productivité, ce que j'ai là fait la job. Ouais. Donc, je n'ai pas besoin d'un ERP, j'ai un système comptable. Ouais. Je n'ai pas besoin d'un système comptable, j'ai Excel. Ouais. J'ai pas besoin d'Excel, j'ai du papier, j'ai le système McBee. Et mon livre bleu. J'ai mon livre bleu. Donc, ça fait la job que dans notre culture, on accepte de dire ça fait la job, ça démontre notre petitesse d'esprit. C'est dur à entendre. C'est un drapeau rouge. Gros drapeau rouge. Puis le Canada, c'est le pire pays du G7 en productivité et le Québec est la pire province. Ouais. Fait qu'on a un problème culturel. Ouais. Ouais. Ben, ça fait la job. Écoute, notre. Ouais, c'est ça, that's it. Terminé. Écoute, notre entrevue tire à sa fin. J'ai envie de savoir, quand tu n'es pas en train d'étudier et de lire à propos de l'IA, tu as l'air quelqu'un qui a une belle profondeur. Qu'est-ce qui t'intéresse d'autre que ça dans tes temps libres ou ton développement personnel? J'aimerais te dire aller au gym, mais ça ferait de moi un menteur. Ouais, on ment pas ici. C'est interdit de mentir à meilleur monde. Moi, je suis un passionné de religion, je suis un passionné d'histoire, je suis un passionné de philosophie. Tu sais, j'aime les trucs cognitifs. Puis ça, c'est un problème que j'ai parce que je stimule tellement mon néocortex qu'il faut que je prenne des suppléments alimentaires pour mon néocortex. Okay. Donc, j'ai pas appris à arrêter. Puis ça, c'est un... Puis mon épouse, que Normand connaît, lui dirait, c'est un vrai problème que j'ai. Puis il faut que je fasse attention à ça. Fait que ça, j'ai encore cette partie-là en apprentissage que je dois apprendre à décrocher. Parce que j'aime pas décrocher. Ouais. Parce que raccrocher, c'est difficile. Fait que je préfère avoir mon beat de marathon. Ouais. Pas de sprint, de marathon, puis de garder mon rythme. Mais je sais que c'est pas bon pour moi. Ouais, tout comme un athlète. Le repos fait partie de l'entraînement. C'est ça, puis ça, je le maîtrise pas encore. Right. Donc, en vacances, il se passe quoi avec David? Mais j'y prends les vacances. Ouais. J'y prends. Mon épouse m'oblige de les prendre. J'y prends. Puis... Avec plaisir ou avec... Non, mais ça me donne du temps de qualité avec... Tu sais, je prends vraiment soin de ma famille. Ouais. Tu sais, parce que l'idée, moi, ma vision de la vie, c'est tu prends soin de ta famille en premier, tes proches en deuxième, ta communauté en troisième, ta ville après, ta province, ton pays, le monde. Puis agrandis ton cercle. Exactement. Puis malheureusement, il y a des groupes qui, eux, c'est l'inverse. Ils s'occupent bien gros de ce qui se passe à l'autre bout du monde, mais les itinérants qui sont juste à côté d'eux, ils regardent pas ça. Ouais. Donc, moi, j'ai mes priorités aux bonnes places. Puis, tu sais, aussi pour encourager... Puis, moi, un autre message que j'aimerais passer aux gens qui comprennent, c'est l'ancien président de Pepsi ou de Coca-Cola. Je me mélange toujours lequel de deux, mais c'est pas important. Il dit, dans la vie, tu jongles avec des balles. Tu as la balle de la santé, la balle des amis, la balle de la famille, la balle du travail, puis tu jongles avec des balles. Puis, elles sont toutes en verre, sauf une qui est en caoutchouc. Puis la balle du travail, c'est celle en caoutchouc. Mais parce que si tu échappes la famille, la balle, elle casse. Tu échappes la santé, la balle, elle casse. Là. Ouais. Puis souvent, on jongle dans la vie comme si toutes ces balles-là étaient en caoutchouc, puis que la balle du travail était en vitre. Puis ça, c'est un mensonge qu'il faut cesser de croire. Très belle analogie. Ça va être le mot de la fin. Avec cette belle sagesse-là, ouais, ça va être le bon timing pour le mot de la fin. Normand, qu'est-ce que tu aimerais dire, toi, comme mot de la fin? Ben, écoute, merci d'avoir partagé avec nous, premièrement, ton humanité qui est derrière toutes tes actions, toutes tes pensées. Ah, merci, Normand. Puis de mettre ça devant, puis de le rendre, comme tu l'as dit, de façon pragmatique, mais cette touche-là quitte jamais ce que tu es en train de réaliser, cette touche d'humanité-là. Je te remercie parce que de mettre ça devant tout le monde, ben, ça prend beaucoup d'humilité d'une part, mais ça prend aussi le courage de croire à ce qu'on fait puis de le mettre de l'avant. Puis tu l'as fait avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Ah, merci, Normand.
Écoute, je suis obligé d'aller dans le même sens que Normand. On n'a pas trop les mêmes take-away, mais cette fois-ci, on a la même chose. Moi, je vois vraiment l'IA au service de l'humain. Et toi au service de nous tous, qui nous aide en tout cas à en comprendre des grands bouts, puis qui fait les recherches et tout ça. J'ai vraiment saisi le feu de la passion qui te réveille à tous les matins, comme si tu as la chance de vivre dans la plus belle époque de l'humanité pour toi, en tout cas. Fait que c'est vraiment inspirant et énergisant d'entendre. C'est contagieux. Voilà, tu es contagieux. Mais merci du compliment, je le prends. Merci beaucoup. Puis, tu sais, Normand, toi, on se connaît depuis super longtemps. Puis, tu sais que je suis fidèle à moi-même. Donc, un gros merci. Merci de l'invitation. C'était un plaisir. Diversico est fier de présenter Meilleur humain, meilleur monde. Parce que l'impact commence par l'intention. On rencontre des entrepreneurs visionnaires qui placent l'humain au cœur de leur succès. Diversico Finances Humaines est un cabinet de services financiers qui accompagne les entreprises d'ici dans leur croissance. Meilleur humain, meilleur monde. Un podcast inspirant pour transformer le Québec, un entrepreneur à la fois.